Bonjour les amis, du coup, eh bien on va parler de l'actualité. Vous savez que bon, des fois l'actualité vient à nous. Ce qui fait alors, je vous l'annonce que la meute, on n'en parlera pas jeudi, sur mon jeudi prochain. Pourquoi? Parce que j'ai une vidéo à finir et que cette vidéo passe en priorité avant le reste, bien sûr. Merci d'ailleurs à Megarchimède pour le sub. Donc voilà, je suis encore en train de lire, évidemment, mais on va quand même parler de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, puisque Jean-Luc Mélenchon fait la une des médias aujourd'hui pour un sujet qui nous concerne tout à fait. Qui concerne tout à fait ce dont on parle ici, et en l'occurrence tout à fait une chose dans lesquelles les linguistes atterrés ont eu un, comment dire, alors pas un impact, mais ont été partie prenante. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, qui nous reparle de la créolisation. Tout simplement. Jean-Luc Mélenchon nous a reparlé la créolisation. Alors moi, je trouve que j'ai plus d'informations que la presse n'en a, visiblement. Et je vais vous faire un peu l'exégèse de tout ça. À l'exégèse de tout ça, on va commencer doucement. Créolisation. Créolisation, j'en peux plus, du mot. Vraiment, je vous le dis, j'en peux plus. Hop, alors c'est pas ça. Putain, attendez, j'avais l'article. Alors, je vous lis l'article du Figaro, et puis ensuite je vous explique ce qu'il en est. Ça vous va? Est-ce que ça vous va comme ça? Pour moi, rien qui va. Et je vais vous dire ce avec quoi je suis d'accord, et en même temps, on va essayer de parler un peu de ce concept, sachant que ça n'a rien à voir, et on pourra m'accuser peut-être de surfer là-dessus plus tard, mais j'ai tout à fait une vidéo que je suis en train de faire, une série de 3 vidéos sur la créolisation, le créole, tout ça et machin. Ça n'a rien à voir, notamment une vidéo dans laquelle je parle de la créolisation selon Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a rien à voir avec l'actualité, puisque voilà. Mais bon, puisqu'une pièce a été remise dans la machine, on va en parler. Donc, ah oui alors, forcément avec le chat. Hop. Avec le chat compliqué, on va vous cacher 2 secondes. C'est où? C'est là. Donc, lors d'un colloque organisé la semaine dernière à l'Assemblée, le leader de la France Insoumise a affirmé que les Français ne savent pas qu'ils sont francophones dans la mesure où ils parlent leur langue maternelle et oublient de regarder autour d'eux. Propos avec lequel je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Je pense, cela dit, que Jean-Luc Mélenchon fait partie des gens qui oublient de regarder autour d'eux sur les questions linguistiques. C'est mon point de bémol. Puisqu'on en a déjà parlé 15 fois ici, mais les langues régionales ne sont absolument pas dans le paysage, ne rentrent à aucun moment en considération. Bon. Peu importe. Donc, nouvelle polémique en vue pour Jean-Luc Mélenchon à l'occasion d'un colloque sur l'avenir de la francophonie, organisé la semaine dernière par le député insoumis et ex-macroniste Aurélien Taché. Et si jamais je vous en parle, c'est parce que les linguistes atterrés étaient à ce colloque. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Le leader de la France Insoumise a exposé sa vision de la langue française telle qu'il la considère, parlée et utilisée à travers le monde. Le 18 juin dernier, le triple candidat à la présidentielle a confié à l'introduction de sa prise de parole que les Insoumis voyaient la francophonie comme un objet politique et culturel. Et il a raison. La francophonie, c'est un objet politique et culturel. Ça, ce n'est pas une take absolument délirante de Jean-Luc Mélenchon, c'est en l'occurrence absolument partie prenante dans la diplomatie française depuis la décolonisation, en fait, bien sûr, depuis bien avant, mais depuis la décolonisation et les indépendances des différents pays africains, la doctrine coloniale continue d'exister, notamment à travers certains organismes tels que l'OIF, les Alliances françaises, j'en passe, parce que précisément, la francophonie est considérée comme un objet politique et culturel. C'est une information avec laquelle, c'est une donnée avec laquelle absolument tout le paysage politique est d'accord. C'est pas une grosse take. Et du coup, il a raison. Effectivement, il a raison. Compte tenu de l'histoire de la langue française qui s'est répandue dans le monde à la faveur du colonialisme, absolument vrai,
Jean-Luc Mélenchon estime que cette dernière est devenue au fil des siècles la propriété et la conquête de ceux qui s'en sont servis et qui parfois l'ont utilisée contre les Français. Oui, enfin, notamment. C'est vrai que notamment, oui, c'est le cas. Sa conception ne s'inscrit alors non pas dans une logique de soft power à la française, mais dans une tentative pour faire émerger la francophonie en tant que langue commune. Je suis pas sûr de comprendre. De Jean-Luc Mélenchon. Oui, peut-être. Fort de ce constat, le troisième homme de la présidentielle de 2022 a exhorté son auditoire à trouver un autre mot que langue française pour qualifier notre langue, considérant qu'une autre dénomination serait la bienvenue. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque la langue française n'est pas la même partout, mais bon, écoutez, peu importe. Enfin, je pense que ça fait partie des formules choc pour choquer, remuer, etc. Lui-même est très très attaché à l'idée de langue française, je pense, mais bon, peu importe, en réalité, on s'en fout, c'est des mots. À contre-pied des savants et des lettrés, alors qu'il qualifie certains... Ainsi qu'il qualifie certains intellectuels, Jean-Luc Mélenchon a défendu l'idée d'une langue française façonnée par le mélange, impressionnée par de multiples influences. Et il a raison, comme toutes les langues. Elle a emprunté de tous les côtés, voilà pourquoi il y a tant de mots d'arabe en français, il y a aussi des mots russes, espagnols, hébreux, il y a de tout et c'est tant mieux. S'est-il réjoui, soulignant à cet égard l'héritage fondamental du latin et du grec, bien sûr, dans la construction de la langue, qu'il perçoit comme le résultat d'une créolisation. Non. Là, moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas de la créolisation. Le fait, déjà, qu'on ait une base latine et grecque, en fait, on a surtout une base latine. On n'a pas tant que ça de base grecque. On a beaucoup d'influence du grec, notamment dans les emprunts savants, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de la créolisation, c'est une histoire. Le latin, bah, c'est notre filiation en tant que langue, et les emprunts... en fait... bon, on a déjà parlé 15 fois, je suis pas tout à fait d'accord avec cette dimension. Bon, parce que la créolisation, c'est quelque chose de particulier et de spécifique. Conséquence logique de cette analyse après l'insoumis, si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela est sans doute plus vrai. Et non, pour moi, je peux pas, ça je peux pas. Le français n'est pas une langue créole, et les créoles ont une histoire toute particulière qui ferait qu'appeler le français langue créole serait quand même une grosse invisibilisation de ce qu'est un créole, de ce que ce mot désigne, de quelle histoire il a, et je trouverais ça relativement problématique, en l'occurrence. Bon. Donc ils oublient de regarder autour d'eux, un appel d'autant plus justifié que selon lui, les Français eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont francophones, ils parlent leur langue maternelle et du coup ils oublient de regarder autour d'eux. Encore une fois, Mélenchon a absolument raison là-dessus, invitant ainsi ses compatriotes à s'ouvrir davantage au monde. Il a raison aussi là-dessus. Et de poursuivre avec certitude, la langue française n'appartient plus à la France et aux Français depuis fort longtemps, puisque 29 nations l'ont comme langue officielle, ce qui ne veut absolument rien dire. Moi, j'aimerais revenir sur cette notion. Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas ce qu'est la francophonie aujourd'hui. Il imagine que la francophonie politique correspond à une francophonie de fait. Le français est langue officielle à Madagascar. Il y a en proportion moins de malgaches parlants qui peuvent parler français que de Français qui peuvent parler anglais en France. La langue française telle qu'elle est enseignée et telles que sont les logiques de pouvoir dans une bonne partie de l'Afrique répondent à des logiques de néocolonialisme. Et donc répondent précisément à la logique selon laquelle la France possède encore la langue française et l'utilise comme un instrument de pouvoir dans tout un tas de territoires du monde. C'est très important de le dire. C'est très important de le dire et de le rappeler. Ce n'est pas parce que 29 nations ont comme langue officielle le français que le français a le même statut, le même impact et le même rôle dans chacune de ces 29 nations. En l'occurrence, ça ne veut pas du tout dire ça. Par exemple, si on prend Haïti, la place du français à Haïti n'est pas la place du français à Maurice, qui n'a d'ailleurs, je ne crois pas de statut, je ne crois pas que le français soit langue officielle de quelque manière que ce soit à Maurice, alors qu'il est majoritairement parlé par la population. Ou majoritairement compris, en l'occurrence, que c'est le créole mauricien qui est la langue majoritaire, qui est un créole à base française, hein, qui est un créole très proche du réunionnais.
Je ne crois pas que le français soit officiel aux Seychelles alors que le créole séchellois l'est, qui est un créole de base française. Par contre, effectivement, on avait regardé les chiffres ici, il y a un certain nombre de pays, d'ailleurs la majorité des pays d'Afrique qui ont comme langue officielle le français, ont cette langue comme... c'est une langue minoritaire dans chacun de ces pays. Une langue minoritaire plutôt parlée par la bourgeoisie et plutôt dans la région de la capitale. Pour autant, c'est la langue des organes de presse, du cinéma, du soft power et de l'économie. Ça n'a... Donc on peut pas juste... voilà, moi là je reprends les phrases telles qu'elles sont rapportées par le Figaro, mais on peut pas juste reprendre juste cette notion de... Il y a 29 nations qui ont le français comme langue officielle, c'est bien que le français ne nous appartient plus, il appartient aussi à ces pays. Parce qu'en réalité, autant il y a du vrai, mais le français tel qu'il est parlé au Sénégal, c'est pas le français de France, en réalité. Donc en fait, le français tel qu'il a été réapproprié, tel qu'il existe dans une partie de ces nations, n'est pas le français de Paris. Ce n'est pas le français de France. Et en même temps, la logique de continuer d'y imposer le français et de l'y apporter et d'irriguer ces territoires de français majoritairement, et de former leur population dans élite et bourgeoise en français, relève d'une politique néocoloniale en vue notamment de servir les intérêts de la France. C'est important de le voir. Ça change quoi? Ces pays font partie de la francophonie? Eh bien non. En fait, là où je voulais vous dire, là où je voulais en venir, c'est que la francophonie comme espace politique, l'OIF, hein, pour le citer, l'OIF, on va regarder la carte de l'OIF. Ça, c'est la carte de l'OIF, par exemple. L'Algérie n'est pas dans la francophonie politique. Elle en est sortie. Par contre, la Roumanie est dans l'OIF. Par exemple. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Notre ancien empire colonial de l'Asie du Sud-Est est dans l'OIF. Bonne chance pour trouver des gens qui parlent français là-bas. C'est relativement minoritaire. Vraiment. Alors que dans le même temps, les Seychelles n'y sont pas. Là, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que la question de qui parle français et la place du français dans certains pays n'est pas superposable avec la notion de francophonie politique. Ce sont deux choses différentes. Cette carte, c'est la carte de l'OIF. C'est la carte de ce qu'on considère officiellement comme étant la francophonie sur le plan politique. C'est l'Organisation internationale de la francophonie, littéralement. Les pays en vert sont les pays observateurs. Si je dis pas de bêtises, c'est les membres observateurs. Oh. Les membres observateurs. Les membres suspendus, c'est du coup Mali, Niger, Burkina Faso. Et en vert sont les membres. Alors il y a une histoire. Pourquoi la Roumanie, par exemple, est dans la francophonie? Parce qu'en fait, historiquement, c'est beaucoup moins vrai maintenant, une grosse partie de la population roumaine avait comme langue, pas comme langue maternelle, mais avait comme première langue étrangère le français, notamment. Ça s'est énormément perdu au cours des 20 dernières années. Mais du coup, il y a une histoire, par exemple, qui fait que, effectivement, c'est comme l'Arménie avec la France. Il y a une histoire qui fait que le français, un temps, a été très présent. C'est comme le Liban, par exemple, etc. C'est aussi une langue romane, effectivement. Globalement, c'est juste qu'il faut faire une distinction. En fait, c'est pas parce que votre pays a comme langue officielle le français que vous êtes un pays francophone. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas le français comme langue officielle que vous n'êtes pas un pays francophone. Cette notion de francophonie, en fait, c'est une notion un peu complexe. Voilà, c'est une notion un peu complexe et un peu compliquée. Pourquoi il y a une zone bleue? C'est la Louisiane. C'est la Louisiane. Et oui, et le fait que la France ne se limite pas à notre territoire ne la rend pas créole non plus, effectivement. Bon, peu importe. Donc après, c'est une question qu'on peut avoir. Après, c'est le problème. Alors là où je veux en venir, c'est qu'il y a aussi un problème, c'est que dans la tête des Français, et c'est un problème franco-français, et ça en l'occurrence, il faut voir autour de soi, on considère que la francophonie est un espace uniforme avec des intérêts communs. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a au moins, et de sûr, et je vais reprendre la carte, deux francophonies. La francophonie qu'on pourrait appeler du premier espace colonial,
la francophonie qui aujourd'hui est considérée comme la francophonie historique. Ça va être globalement France, Belgique, Suisse. On va pouvoir mettre Monaco, Andorre si vous voulez dedans. Québec. Les territoires d'outre-mer actuels de la France, moins Mayotte. La Louisiane si vous voulez, et Haïti, c'est contestable, on peut, voilà, ce qu'on peut appeler la francophonie du Nord. Et il y a la francophonie du Sud, c'est la francophonie du second... Non, pas le Luxembourg. C'est la francophonie du second espace colonial, donc c'est la francophonie globalement de l'Afrique et du Sud et de l'Asie du Sud-Est, qui sont une francophonie beaucoup plus récente, où le français est encore très très largement minoritaire et en concurrence avec les langues historiques et autochtones des pays dans lesquels elle est parlée, dans lesquels il tente de s'imposer, où la France continue d'avoir des intérêts économiques très très puissants et continue d'avoir une politique linguistique aussi très coercitive et très impérialiste. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. En fait, le Sénégal, le français au Sénégal n'a pas les mêmes enjeux du tout que le français au Québec. Pour en gros faire simple. D'où la question de Haïti, parce qu'en fait, Haïti est un territoire historiquement francophone. Hein, en cela, il a ça en commun. Il a été colonisé à peu près en même temps que la Guadeloupe ou la Martinique. Mais depuis l'indépendance d'Haïti, le destin du français et le destin du créole localement a radicalement été différent de ce qui s'est passé dans les territoires qui sont restés sous le giron français, en fait. Ce n'est pas du tout la même histoire. Bref. Dès lors, parler de français ne serait pas la propriété singulière de la nation française, et en particulier certainement pas de celles et ceux qui voudraient figer l'identité française dans sa langue. Cela dit, là-dessus, il a raison. Le français n'appartient pas que à la France et qu'à la nation française. Mais en fait, il y a plusieurs langues françaises. En fait, je pense que c'est la donnée qu'il faut aussi avoir. Il y a plusieurs langues françaises. Mais en cela, on comprend qu'il attaque la droite nationaliste, effectivement, comme c'est écrit, et conservatrice, sur la vision un peu sclérosée, très verticale de la langue française, mais une vision que Jean-Luc Mélenchon partage aussi quand même très largement de la vision de la langue française. À ses yeux, la France n'est ni une langue, puisque 29 nations l'ont en commun. Ces nations n'ont pas le français en commun. Vraiment. Ou alors, on fait partie de l'anglophonie, quoi. Ni une religion, puisqu'il y en a 6 dans notre pays. La religion chrétienne est en tête, et l'islam est en deuxième position. C'est une nation politique fondée sur le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui est un message pouvant avoir une certaine universalité. Donc là, en fait, il nous remet l'universalisme. Vous nous expliquez que la France n'est plus une langue. Alors, par beaucoup, c'est quand même une inflexion dans sa ligne. C'est surtout des valeurs. Bon, ça, il en a déjà longuement parlé. Donc, effectivement, là-dessus, par contre, oui, les propos de Jean-Luc Mélenchon ont suscité de vives réactions. C'est absolument vrai. C'est évidemment absolument vrai, puisque du coup, autant Jean-Luc Mélenchon se trompe sur beaucoup de choses, et notamment dans sa vision de la langue française, qui est très largement, moi je trouve, empreinte d'impérialisme, et aussi de naïveté, autant il en faut quand même pas beaucoup pour que tout le monde tombe de sa chaise et lui tombe dessus. Et donc évidemment, avec ce genre de déclaration, en disant qu'il faut qu'on débaptise la langue française et qu'on l'appelle la langue créole, ce qui est une idée terrible, encore une fois, puisque le français n'est pas une langue créole du tout, évidemment que toute la droite lui tombe dessus. Bien sûr. Évidemment. La langue française appartient aux Français, c'est notre patrimoine le plus précieux, nous dit Gérald Darmanin. Non, la langue française appartient à ceux qui la parlent. Elle appartient pas aux Français. Elle appartient à ceux qui la parlent. C'est pas tout à fait la même chose quand même, mais bon. Du côté du Rassemblement National, le RN, la députée Laure Lavalette a tourné en dérision la langue de la gauche qu'elle associe à une vision anti-France. Décidément, nous ne parlons pas la même langue. Bon, elle est con comme une chaise, donc on va même pas en parler. Pour Naïma Moutchou, vice-présidente d'Horizon de l'Assemblée nationale, les déclarations du leader insoumis sont un signe révélateur. Jean-Luc Mélenchon n'aime pas la France. Il méprise son histoire, son idéal, maintenant sa langue. Il rêve d'un pays rageur et revanchard à son image. Je pense que Jean-Luc Mélenchon aime beaucoup trop la langue française, en l'occurrence. Je trouve que c'est même un problème. Je pense que c'est quand même assez difficile de lui faire ce procès. Voilà. Donc ça, c'est le camp d'Édouard Philippe qui nous dit ça. Cette posture enferme des quartiers, des exilés et des minorités au lieu de les aider, puisque évidemment, les aider, c'est les civiliser, c'est leur apprendre le français tel qu'il est parlé à Paris. Bien évidemment. Donc là, bon, on va même pas lire les 1000
J'allais dire ça fait ACAB, mais non, ça fait pas ACAB. Dommage. On va même pas lire cette quantité de commentaires absolument délirantes, qui évidemment, bon, ça a l'effet que ça a voulu produire, hein, de tous les faire trembler, mais je trouve que... Voilà. Bon, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, la créolisation, c'est son maître mot, et donc voilà, créolisation. Il faut une langue créole, mais il ne sait pas, ne sait pas de quoi il parle quand il parle de langue créole, c'est un peu le problème. Donc, alors, il faut savoir, pour la petite anecdote, merci Pat Macmillan TBC pour le sub, il faut savoir que pour l'anecdote, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais en tout cas, moi, suite à la vidéo sur le dictionnaire de l'Académie française, j'ai reçu un mail, comme certains de mes collègues, nous demandant, nous, aux linguistes d'Atterré, de bien vouloir venir au colloque qui allait être organisé le 18 juin. Ce colloque-là, où Jean-Luc Mélenchon a eu ses propos, pour venir parler de comment décoloniser la langue française. Je crois que c'était le terme. Et en fait, il y a un mec qui s'appelle Anti-Woke. Eh ben, il va être réémigré au Fascistan. Désolé. Désolé, mais quand on s'appelle Anti-Woke, ça dégage, direct. J'ai même pas envie de vous entendre vous défendre. Ici, c'est la dictature du wokisme, donc voilà. Il se trouve que voilà, donc on a été invité, ça s'est mal goupillé, ça s'est mal foutu, c'était un peu brouillon. Je vais pas donner de nom, mais de toute façon, pour ce colloque, visiblement, les organisateurs avaient très envie, non pas d'avoir les linguistes atterrés, mais d'avoir une personne en particulier de notre collectif. Une personne qu'ils n'ont pas eu, mais on a été les linguistes atterrés, après de grands débats et de grandes discussions, on finit par et de grands des réserves, hein, on finit par y aller. Et je dois vous dire que ça, je peux vous le dire, tout a été organisé avec beaucoup d'amateurisme, beaucoup de manque d'organisation, beaucoup d'opacité, et globalement, personne parmi nos intervenants, parmi ceux qu'on a envoyés, n'ont pu parler vraiment, n'ont vraiment pu s'exprimer. Ça a été très compliqué à se poser la question de savoir si on n'était pas là juste pour faire caution, et ne surtout pas avoir la possibilité de nuancer un propos qui aurait pu être un peu factuellement faux, hein, sur le plan scientifique. On va éviter de faire des procès d'intention parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Autant dire que le sentiment global du collectif, et ça je leur ai demandé aux autres, et ce qu'on pouvait dire, c'est que c'est sûr que globalement, c'est pas une expérience à reproduire. Voilà. C'est pas une expérience à reproduire. Il y a notamment une chose, hein, qui a été saillante, c'est que par exemple, comment dire, les membres de notre collectif qui sont à la SCOLOC ne savaient même pas que Jean-Luc Mélenchon allait intervenir. C'était à l'Assemblée nationale, donc on pouvait pas s'attendre forcément à ce que Jean-Luc Mélenchon vienne. Même si, bon, moi je l'avais su par d'autres manières, donc je pensais que tout le monde le savait, mais non, en réalité, ça avait plutôt été tenu... je sais pas si ça a été tenu secret, mais en tout cas, son intervention, et comme c'est lui qui faisait l'introduction, et que son introduction apparemment était un peu longue, et qu'il est arrivé très en retard, et qu'il fallait pas commencer tant qu'il n'ait pas parlé, forcément, le dispositif a été assez restreint en termes de temps et en termes de possibilités de parole, de prise de parole. Ça a été assez complexe. A priori, sa venue a été tenue, je sais pas si elle était tenue secrète, mais en tout cas, peut-être fallait-il s'assurer que tout le monde soit là, et que tout le monde soit un peu au pied du mur, on va dire. Et donc, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que les linguistes atterrés, effectivement, ont fait partie de ce colloque, ont fait partie d'une table ronde, mais une table ronde où les intervenants ne pouvaient pas vraiment parler entre eux, et une table ronde où aucune question n'était prise dans le public. De ce que j'ai su, pas d'échange du tout du public de prévu, ni entre les participants. Donc, la crainte, je pense, qu'on a eue, c'est de venir apporter un tampon validé, un tampon regardé... ils sont de notre côté, alors qu'en réalité,
on n'a pas vraiment pu parler. On n'a pas vraiment pu expliquer quoi que ce soit, et je crois que l'un de nos intervenants avait pourtant préparé vraiment quelque chose et qu'il n'a pas vraiment pu en parler ou pu montrer ce qu'il avait, ou pu dire ce qu'il avait à dire. Ce qui est un peu dommage. On est, nous, en tant que collectif, je pense que je peux le dire, on est vraiment très refroidi de cette expérience. On se demande bien je pense qu'on se demande un peu ce qu'on foutait là, mais bon, il fallait quand même qu'on essaye. Alors qu'on a eu un entretien avec le parti de gauche, pour le coup. Le parti de gauche qui a quand même été fondé par Jean-Luc Mélenchon et qui est une composante de la France Insoumise, avec lequel ça s'est quand même mieux passé, pour nuancer quand même, mais qui se passe dans un dispositif qui n'a absolument rien à voir. Et notre sentiment, c'est que autant il y a des choses sur lesquelles nous, on a envie de mettre un coup de marteau sur le clou, parce que c'est des choses qui rentrent dans la ligne du PSG et de la France Insoumise, notamment la création d'un collège des francophones. Nous, c'est dans nos demandes dans les linguistes atterrés. Le fait que tous les francophones... alors, encore une fois, il y a plusieurs francophonies, mais en tout cas, le fait qu'on puisse avoir un organe de discussion interfrancophone et qu'on dépouille la langue française, l'Académie française, pardon, qu'on démantèle cette institution. Je crois qu'il n'est pas question pour la France Insoumise de démanteler l'Académie française. Pas aujourd'hui, en tout cas. Pas vraiment. Peut-être que ça évoluera. Mais en tout cas, nous, ça fait partie de notre ligne. C'est l'Académie française. Ils peuvent bien organiser des concours littéraires si ça leur va. La langue française, par contre, ce serait bien qu'ils arrêtent d'y toucher. Ça, nous, c'est notre ligne, en l'occurrence. Ce qui nous paraît évident, c'est que la gauche, aujourd'hui, la gauche électoraliste, est très largement... Alors, en gros, je parle du parti de gauche de la France Insoumise, très particulièrement, sont incultes en matière de langue et sur les questions linguistiques. Pour moi, il y a un éléphant dans le couloir quand il s'agit de regarder autour de soi pour voir ce qui est vraiment la place de la langue française et ce qui est la position des Français vis-à-vis de la langue française. Et effectivement, ils ont l'impression que c'est la seule langue au monde et que tout le monde la parle. Il y a ça quand même, ça là-dessus, il a raison. Mais le fait qu'il y a quand même un éléphant au milieu de la pièce, et on en a parlé pas plus tard qu'il y a une semaine sur la question de... il y a un appel de la FCPE. Je vais vous en parler directement. FCPE. Hop. Il y a un courrier de la FCPE, même très spécifiquement, un courrier de la FCPE, qui a été envoyé à Elisabeth Borne pas plus tard qu'il y a une semaine, en Corse du Sud, pour contester et pour, en gros, empêcher la généralisation du bilinguisme à l'école primaire en Corse. Voilà. Par exemple. Ça, c'est l'actualité de notre territoire actuellement, là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en France en matière de langue? Bon, autant vous dire que c'est pas des sujets sur lesquels on entendra hélas la gauche en ce moment. Donc l'éléphant au milieu du couloir, c'est quand même la position des langues minoritaires et des langues régionales du territoire de la France, sur le territoire français. Parce que c'est bien de dire le français il est parlé ailleurs, mais il y a un peu de là-dedans d'exotisme et d'orientalisme. C'est aussi bien de se souvenir qu'il y a d'autres langues que le français parlées sur notre territoire aussi à nous, et se pose la question de quel statut on leur donne, et de quelle reconnaissance on leur donne. En l'occurrence, je ne sais pas la position de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui là-dessus, je ne connais pas le sentiment de Jean-Luc Mélenchon, qui est clairement celui qui dicte la ligne politique sur les questions de langue dans la France Insoumise en tout cas. C'est un ancien professeur de français, je pense que ça joue beaucoup. Il est très attaché à la place de la France en France. Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle, parlait des écoles d'Iwan, qui sont les écoles régionales où il y a du breton, et d'ailleurs c'est la moitié de l'enseignement qui est en breton, c'est pas la totalité, parlait des écoles d'Iwan comme étant des écoles sectaires. Donc il fait l'amalgame entre langue régionale et secte. Ce qui est quand même... il vient de là quand même. Donc, et ses paroles sur les questions des langues régionales et minoritaires de France sont toujours évacuées un peu. C'est toujours un moyen d'évacuer. Il arrive toujours à éviter le sujet comme s'il n'existait pas. Moi, je me souviens, j'en ai parlé dans mon bouquin sur la Catalogne. Bah oui, il a défendu c'était quoi, Carlos Puigdemont, le catalan, leader catalan notamment, mais en parlant, enfin défendu vite fait, en s'inquiétant de la situation en Catalogne, mais en évitant quand même
l'arbre qui cache la forêt quand on est en France, c'est le Roussillon, où le catalan est encore parlé, où il n'y a pas de statut. Et où une partie des urnes catalanes avait été cachée, notamment. On leur a fait passer la frontière. Donc, il y a tout un tas de sujets sur lesquels, bon, écoutez, tant mieux. Moi, si jamais on peut au moins obtenir de la France insoumise la remise en question de certaines institutions, mais moi, l'OIF notamment, moi, l'OIF, je questionne vraiment la pertinence d'un organisme comme l'OIF aujourd'hui. De l'OIF ou de l'Académie française, tant mieux. Mais en l'occurrence, la question n'est jamais autant. Il y a des formules choc pour choquer les conservateurs en disant on va débaptiser la langue française, on va l'appeler langue créole, alors que le français n'est pas un créole, pour les faire réagir et pour susciter de l'énervement et pour faire parler de soi, autant, voilà. Autant, on va quand même avoir une forme de silence sélectif sur concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remettre en place cette question-là, et notamment qu'est-ce qu'on supprime aujourd'hui en France comme institution en lien avec la langue française. Et là, Jean-Luc Mélenchon parlait de réforme de l'Académie française en 2012, mais à chaque fois, moi, j'avais repris toutes les paroles et toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur l'Académie française, notamment sur Twitter, parce qu'il y a quand même une série d'années, etc. Et en fait, il est toujours prompt à critiquer qui y rentre, mais pas à critiquer l'institution en tant que telle. Je pense que Jean-Luc Mélenchon aime l'Académie française. Donc moi, mon sentiment par rapport à ça, c'est que c'est un coup de com', qui moi me met mal à l'aise parce que c'est basé factuellement sur pas grand chose, ça déforme ce qu'est la réalité scientifique, ça désapproprie. En fait, le fait d'appeler langue française demain langue créole, ça veut dire que toutes les langues sont des créoles, et du coup, c'est dire que les créoles, en fait, cette spécificité, on leur retire, ce qui est quand même questionnable, je trouve. Voilà, bon, quand même. Mais parce qu'on rentre là dans créolisation. Pourquoi créolisation chez Jean-Luc Mélenchon? Parce que créolisation comme réponse au grand remplacement d'Éric Zemmour. Et donc il faut qu'on ait quelque part notre roman national, en l'occurrence international et universaliste de gauche, à opposer au roman national xénophobe et identitaire de l'extrême droite. Bah, je ne suis pas certain qu'on en ait besoin. Très honnêtement. Donc voilà, punchline, controverse, et de l'autre côté, bah, malaise. Côté linguiste atterré, malaise, parce que partie prenante d'un dispositif dans lequel en fait on peut quasiment pas parler. Qui se pose la question de la récupération politique et qui se pose la question de est-ce que notre discours, est-ce qu'on nous a invités pour qu'on puisse vraiment avoir notre discours, et parce que notre discours peut séduire, et parce qu'on pense à la France insoumise que notre discours est important, doit être relayé et doit susciter du questionnement, ou en l'occurrence le discours était déjà écrit à l'avance, on t'invite, tu peux pas vraiment parler et tu te retrouves à y être associé un peu malgré toi, y compris dans les moments où clairement les personnes qui travaillent sur ce genre de sujet considèrent que Jean-Luc Mélenchon se trompe. C'est la question. Voilà. C'était enregistré. Il y a des parties filmées, je ne sais pas si tout a été filmé, très honnêtement, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Voilà. Raph, si je peux me permettre, pour le coup, on y est. On y a été là. On y a été là-bas. On n'y a pas été avec de mauvaises intentions. Il y a une vidéo, mais il y a pas, je crois pas qu'il y ait le colloque en son intégralité. Moi, je vous appelle pas à voter à droite, hein, non. Non, en fait, ma principale critique, si je peux me permettre, c'est que je pense que Jean-Luc Mélenchon, sur les questions de langue, il est de droite. En fait. Parler du colloque. Alors, la partie Jean-Luc Mélenchon a été filmée, mais je sais pas si l'intégralité du colloque a été filmée. Bon. Il invite à voter au centre, non? Mais on peut... Enfin, je vais vous reprendre, puisque vous avez l'impression que remettre en question ce que Jean-Luc Mélenchon peut dire, c'est appeler à voter à droite. Je vais vous donner une citation. Une citation de Jean-Luc Mélenchon, qui est faite mieux,
Voilà, eh ben, on essaye de faire mieux. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai le livre de Jean-Luc Mélenchon que j'ai lu. Et oui. Et où ça parle de créolisation notamment. Oui. Faites mieux, c'est en score électoral. Non. Faites mieux, c'est faites mieux en général. Je pense. C'est notamment ne refaites pas les erreurs qu'on a pu faire. Bon, peu importe. Donc voilà mon sentiment sur ce truc. Alors là, si je peux me permettre, parce que vous êtes plusieurs à disqualifier mon propos, en l'occurrence, le sujet de la linguistique, je pense que je le connais mieux que Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que je le connais mieux que Jean-Luc Mélenchon, y compris sous l'angle de la gauche. Et ce n'est pas parce que vous aimez beaucoup Jean-Luc Mélenchon et que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon doit gagner et doit sauver la France, que vous ne pouvez pas en même temps vous dire que peut-être qu'il a du chemin à faire et qu'il n'a pas encore toutes les cartes pour avoir un discours très solide et très étayé. Ça me paraît être pas grand-chose comme concession à faire de votre part. Voilà. Alors non, le programme de la France Insoumise n'écrit pas clairement qu'il soutient les langues régionales. C'est dans le programme du NFP déjà. Et dans le programme du NFP, il est écrit reconnaissance des langues créoles dans les Outre-mer. Ce qui n'est pas la même chose, si je peux me permettre. Et d'ailleurs se pose la question de pourquoi, on en a déjà parlé 15 fois ici, mais pourquoi dans les Outre-mer d'accord, pourquoi en Corse par exemple pas d'accord? Qu'est-ce qui motive cette distinction à gauche? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Bah, le jacobinisme, oui, pour moi la réponse est dans le jacobinisme, et Mélenchon est un jacobin convaincu. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, en tant que moi, militant de la défense des langues régionales et de leur reconnaissance, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un dont l'essentiel de l'activité politique s'est opéré dans la doctrine jacobine, en tout cas sur le point de vue de la doctrine de la langue. C'est vraiment pas possible. Mais Léo Mans est encore plus... Oh oui, alors Léo Mans, j'en parle même pas. Mais Corbière, par exemple, parce que moi, on me dit, ouais, mais maintenant, t'es à l'après. Il y a cette rumeur qui court, je ne suis pas à l'après, hein, je vous le rappelle. Et parce que j'ai défendu Corbière et Garrido pendant la purge, on m'a dit, ah, ça y est, t'es de leur côté, etc. Alors moi, Corbière et Garrido, en fait, c'est exactement les mêmes que Jean-Luc Mélenchon sur la question linguistique. Hein. Même plus que... Enfin, Corbière, il a écrit un bouquin sur Robespierre. Il est turbo-jacobin. Ils ont été formés à la bonne école. Vraiment. Donc là-dessus, hein, il y a un chemin qui est encore à faire. Les seuls, et ça je vous l'ai déjà dit, les seuls qui ont l'air actuellement dans l'état très très actuel, et je dis pas, les choses sont en train de changer, je pense, mais dans l'état très très actuel des choses, les seuls qui intègrent les questions linguistiques tant dans leur programme que dans leur campagne et dans leur discours public, c'est le NPAA, c'est les seuls qui se présentent aux élections, hein, j'entends. J'entends de gens qui se présentent aux élections. C'est le NPAA, ce sont les seuls. À ma connaissance aujourd'hui. Tu penserais quoi d'une politique linguistique régionale au niveau de l'Union européenne plutôt qu'au niveau de la France? Mais de toute façon, la France refuse de ratifier la charte des langues minoritaires et des langues régionales, qui est un devoir de l'Europe. L'Europe nous l'impose et nous, on refuse. Comme quoi, quand on refuse certaines choses, parce qu'on a très peur pour son identité, on peut refuser. Donc, et on refuse. On refuse parce que ça nous forcerait à reconnaître des minorités linguistiques sur notre territoire qu'on n'a pas envie de reconnaître. Les Verts sont très ok sur les langues régionales. Oui. Après, oui. En vrai, oui. Oui, mais. Oui, mais les Verts, c'est compliqué. Les Verts, faut pas les voir comme un îlot, faut les voir comme un archipel. Donc voilà, c'est une pierre qui lance, je pense, pour faire des vagues. Je ne pense pas vraiment que ce soit le projet. Et ça ne voudrait rien dire, parce qu'en plus, langue créole, ça ne veut rien dire. En plus, Jean-Luc Mélenchon fait l'amalgame entre un type de langue et le nom d'une langue. Le français n'est de toute façon pas une langue de type créole.
Mais créole, en fait, ça ne se suffit pas en tant que tel. Par exemple, il n'y a pas un créole. Le créole réunionnais et le créole martiniquais, ce sont des créoles parce que ce sont des langues de type créole, mais ce ne sont pas le même créole du tout. Voilà. Tu crois pas que c'est un peu comme le débat sur le nucléaire à gauche, là on doit juste faire plus efficace et pas laisser passer le fascisme? Bah, je trouve qu'on est nul sur le nucléaire à gauche. Ça sera plus facile de faire valoir ton point de vue sur les langues face à un gouvernement de gauche, quand même il sera jacobin. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je vais me permettre de vous l'étayer. En fait, et c'est un problème d'ailleurs, l'injonction auprès des électeurs et des militants de gauche d'opter pour le moins pire parce qu'il y a bien pire en face, et donc du coup surtout pas pour le fait mieux, est une injonction qui perdure une fois la prise du pouvoir. Et donc, parce que si c'est pas pour prendre le pouvoir, ce sera pour le garder. Et en fait, et c'est un problème, c'est comme ça que les gens se sont bien fait baiser sous Hollande, on est bien plus critique et bien plus sévère à l'écart d'un gouvernement de droite qui veut nous faire la réforme A que face à un gouvernement de gauche qui nous ferait faire exactement la même réforme parce qu'on se dit oui mais bon ça c'est pas terrible mais en même temps l'alternative c'est l'extrême droite, etc. Et en fait on se retrouve souvent dans un faux dilemme. En fait je pense qu'il n'y aura aucune place pour un discours valorisant ou remettant en question la position des langues régionales et la position de la langue française en France si demain la gauche prend le pouvoir, qu'on soit très clair. Je pense qu'on nous dira c'est pas le moment, on se fait déjà attaquer là-dessus, c'est pas la priorité parce que ceci, parce que cela. Et en fait, il y a toujours une excuse pour qu'on nous explique que ce combat ne doit pas avoir lieu. Et c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. C'est vraiment très chiant en fait même. C'est très chiant et ça pose la question de pourquoi en fait. Pourquoi ce débat ne doit jamais avoir lieu? Et pourquoi ces positions ne doivent jamais évoluer? C'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué et je considère que voilà. Le créole ne s'applique pas qu'à une base française, effectivement. Ça ne concerne pas toutes les langues coloniales et il y a des créoles qui n'ont pas de lien avec l'histoire coloniale. Alors voilà, ça c'est une donnée peut-être que je vous donne. L'existence d'un créole est surtout apparue dans l'histoire dans un contexte colonial, mais toutes les langues européennes dans des contextes coloniaux n'ont pas donné naissance à des créoles. Par exemple au Brésil. Il n'y a pas de créole brésilien, il n'y a pas de créole portugais ni brésilien, même s'il y a une forme de réhistorisation de l'histoire du pays, y compris par la gauche au Brésil, qui essaye de nous faire croire qu'en fait le brésilien serait une forme de créole, alors qu'en l'occurrence non. Le brésilien, c'est du portugais avec des particularismes, y compris d'ailleurs des choses qui paraissent aujourd'hui comme des innovations qui sont en fait des archaïsmes ou des régionalismes du Portugal qui ont été importés, qui se sont très très bien imposés localement. Il y a plus un biais de sélection des colons qu'un véritable impact et qu'une créolisation liée aux langues africaines. Vraiment, ça c'est pour le coup, c'est quelque chose d'assez établi en linguistique. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé de pidgin, mais en tout cas, il n'existe pas de créole de base portugaise lié à la colonisation au Brésil, alors que le Brésil a été l'un des pays les plus gros importateurs d'esclaves parmi tous les pays d'Amérique. C'était l'une des régions où on a concentré le plus d'esclaves, pour le dire simplement. L'une des raisons peut-être pour laquelle d'ailleurs le créole n'est pas apparu. Et il y a des créoles qui sont apparus ailleurs dans le monde, dans des contextes qui ne sont pas des contextes coloniaux. Ça aussi, c'est intéressant et c'est important de le dire. Voilà. Il y a le créole du Cap-Vert. Oui, le Cap-Vert qui n'est pas au Brésil. Oui, au Suriname aussi. Oui, il y a aussi le papiamentu et je crois un créole base portugaise. Mais en l'occurrence, c'est à Aruba, je crois. Je parle du Brésil. Brésil. Cap-Vert, c'est en Afrique, je peux me permettre. C'est du créole portugais. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de créole de base portugaise. J'ai dit que, par exemple, il n'y avait pas de créole il n'y a pas de créole de base portugaise au Brésil. C'est pas la même chose. Tout comme il n'y a pas de créole de base anglaise en Amérique du Nord. Enfin, en Amérique du Nord, aux États-Unis, plus particulièrement.
African American Vernacular English, voilà, AAVE, n'est pas un créole. Ça, beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, ce n'est pas un créole. C'est un sociolecte, mais ce n'est pas un créole. Il y a une histoire qui est complètement décontextualisée et qui n'a pas, qui a un lien avec la colonisation, non pas parce que ces gens viennent d'ailleurs, mais plus par le contexte social dans lequel ils ont évolué sur place. Mais leur langue, les langues qu'ils avaient à l'origine, ces esclaves, ont toutes été abandonnées et ont toutes disparu sans laisser de traces, ou en tout cas des traces qui sont extrêmement marginales dans le contexte dans lequel ça s'est produit. Il y a des créoles de base arabe. Il y a notamment un créole de base arabe au Soudan du Sud, qui est lié à un contexte colonial, mais pas colonial de la langue support. En fait, en gros, c'est un créole de base arabe, dans un contexte où c'était surtout des Égyptiens qui étaient l'armée en stationnement au Soudan du Sud. Et il y a des créoles de base malais, notamment dans l'océan Indien, dans plusieurs villes portuaires, qui a priori ne sont pas liés à un contexte colonial. Voilà. Un sociolecte, c'est une langue propre à un groupe social. En fait, je vais vous faire un parallèle pour peut-être que vous puissiez comprendre. L'anglais afro-américain, qui d'ailleurs n'est pas parlé par tous les Afro-Américains, dans son histoire, a beaucoup plus de liens, si on étudie leur émergence, avec par exemple l'apparition du yiddish chez les Juifs en Allemagne au Moyen-Âge, qui est en gros, les Juifs parlaient allemand, et l'allemand le moyen allemand de l'époque, et parce qu'ils étaient vraiment ghettoisés et beaucoup entre eux, ont fini par faire évoluer cet allemand de manière différente de ce qui se passait à l'extérieur de leur communauté, pour des raisons qui étaient extrêmement, notamment subies. Ce que beaucoup de peuples et de communautés juives ont connu en Europe d'ailleurs à partir du Moyen-Âge. Mais ce n'est pas un créole. En fait, le créole, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose d'assez spécifique. Autant sur le plan anthropologique, sur le plan linguistique, et surtout, la créolisation et ce que la définition du créole donne aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon n'est même pas la définition que donne Édouard Glissant, qui est celui sur lequel il est censé se baser pour la donner. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. D'en fait, mieux, il cite littéralement Édouard Glissant quand il parle de créolisation comme origine. Mais comme on en a parlé déjà ici, et comme on en reparlera d'ailleurs dans la vidéo sur la créolisation, Jean-Luc Mélenchon prend ce qu'il arrange dans la créolisation d'Édouard Glissant. Édouard Glissant prenant lui-même ce qu'il arrange dans le concept de créolisation sur le plan anthropologique et sociologique et linguistique, en retirant toutes les parties qu'il n'aime pas. Édouard Glissant, par exemple, était un grand défenseur du bilinguisme en France. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un grand défenseur du bilinguisme en France. Plutôt pas, d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon n'est pas pour que tous les enfants évoluent. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, oui et non, parce qu'en fait, il va considérer que, je sais pas, en fait, c'est quoi sa ligne. Il y a des moments, en fait, je vais vous donner des affirmations. La réalité, c'est que surtout, il y a des grands trous. Il y a des grands trous et il y a eu des déclarations il y a 10 ou 15 ans de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions-là, à l'époque où il faisait campagne énormément sur la laïcité, sur l'intégration, de la campagne de 2012 notamment, où là, il parlait de langue. Et il parlait de beaucoup d'intégration, d'assimilation, c'était important que le monde parle français, l'apprenne, etc. Dans un discours qui était très universaliste, très jacobin et très centré autour de Paris, la France unie, universelle, etc. Depuis, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il lance des thèmes, genre la créolisation. Il y a énormément de trous idéologiques dans le concept qu'il donne. Et ces trous, là, j'essaye un peu de vous les remplir par rapport à ce que Jean-Luc Mélenchon a déjà pu dire de quels ont été aussi les votes à l'Assemblée nationale de la France Insoumise. La France Insoumise a voté massivement contre la loi Molac au cours de la précédente législature, une loi qui était censée élargir ou renforcer l'apprentissage des langues régionales et minoritaires en France. La France Insoumise a voté massivement contre, par exemple. Y compris dans des territoires où certains s'étaient parachutés et où ces langues pouvaient exister. Ce qui questionne. Au motif, que le motif à l'époque c'était de dire oui, mais du coup ça renforce la place des écoles privées. Enfin, on m'a proposé un amendement pour que ça se passe dans les écoles publiques, vraiment, il n'y a pas de problème. C'était vraiment le cache-sexe, quoi. Et un moyen de ne pas assumer la ligne idéologique profonde qui est non, en France il y a le français et que le français.
Et donc en fait voilà, moi j'ai envie de l'entendre un peu plus parler de ces sujets-là, parce que j'ai besoin que dans le débat public, il y ait une position sur la langue régionale et sur la place du français. Et moi, en l'occurrence, j'espère que ça va avoir cet impact positif de soulever le débat autour de la place de la langue française et surtout des autres langues de France dans l'espace public. Mais je ne suis pas sûr que ça prenne cette direction. Moi, je vous le donne en mille. Jean-Luc Mélenchon va trouver génial que des gens parlent encore arabe en France parce que oui, moi, je viens de Tanger, blablabla, j'entendais cette langue tous les jours et voilà, machin, c'est partie de leur identité, machin, machin. Et les autres vont dire, bah voilà, Jean-Luc Mélenchon, il donne de l'eau au moulin des frères musulmans, communautarisme, etc., blablabla. Les deux, voilà, on va avoir un débat qui va tourner sur l'arabe parce qu'en France, on adore parler de l'arabe. C'est bien, ça va peut-être me rapporter 10 ou 15 minutes plus sur la vidéo sur le sujet qu'on avait avec Clément, qui vous apportera en l'occurrence les chiffres de ce qu'est l'arabe en France, etc. Savoir que moi, par exemple, j'ai pas de problème parce que l'arabe s'enseigne en France. Au contraire, même d'ailleurs. Pour autant, encore une fois, c'est ce qu'on fait une politique des langues à la carte, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on délègue les compétences linguistiques aux différents territoires où des langues peuvent être parlées et qu'on propose ces enseignements-là. Le Luxembourg l'a fait, par exemple. Le Luxembourg donne en gros la possibilité, c'est les communes ou les arrondissements, je ne sais plus comment ça se passe exactement, qui décident ou non si jamais il y a un enseignement du portugais, si jamais il y a une grosse communauté d'origine portugaise sur place, parce que savoir qu'un quart de la population du Luxembourg aujourd'hui est d'origine portugaise. Et du coup, ils ont intégré le portugais, qui est aujourd'hui la troisième langue la plus parlée. Je crois que c'est même pas la quatrième, je crois que c'est même la troisième langue la plus parlée au Luxembourg, alors que c'est quand même un pays trilingue, qui n'a pas le portugais comme langue officielle. Moi, je suis tout à fait pour que les gens... vraiment, c'est ma ligne, hein, c'est pour ça, ne comprenez pas mal ce que je vous dis, c'est important. Moi, je trouve ça vraiment triste que les gens abandonnent la langue familiale quand ils arrivent en France. En fait, ils devraient la maintenir. Je trouve que c'est un crève-cœur, vraiment, de voir tous ces gens vraiment, par intégrationnisme, vraiment faire un trait sur une partie de leur culture, une partie de leurs origines, une partie de leur histoire, au motif que ça renforcera leur intégration, alors qu'en fait, ils seront toujours trop étrangers pour les autres. C'est un problème. Moi, c'est un problème, vraiment. Mais ce problème, en l'occurrence, c'est un problème aussi qu'une partie, par exemple, des Bretons décide d'arrêter de parler le breton parce que par intégrationnisme en France, quoi. Dans ce qu'est la République française. Ou que les Corses, là, se retrouvent avec, voilà, dès l'instant qu'ils veulent foutre un peu de Corse à l'école, t'as la FCPE qui écrive directement à la ministre de l'Éducation pour essayer de faire annuler une décision qui a été prise par le Conseil régional. Voilà. Voilà, donc en fait, ce dont j'ai besoin, surtout, c'est pas d'une politique à la carte de telle langue oui, telle langue non, à tel endroit oui, à tel endroit non, et fait une gestion de la question linguistique à travers le fait divers, ce qui a l'air d'être quand même pas mal le cas. On en parle, tant mieux, mais bon, voilà. Mais vraiment d'avoir une vraie politique linguistique, définie, étayée, une vraie ligne, quoi. Une vraie ligne. Et pour moi, la seule vraie ligne possible, c'est déjà que la compétence linguistique devrait être déléguée au département ou aux régions, de toute façon, et celle-ci décide de la politique linguistique à appliquer localement en fonction de ce que sont les langues parlées sur le territoire, et voilà, quoi. Enfin, finito, quoi. Enfin, finito. C'est déjà pas mal, quoi. Je vais refaire le point, parce que le point est un peu juste. Ouais, mais moi, je vois que je suis un peu flou. Là, je suis plus net. Donc voilà, c'est quand même un problème, quoi. Le Luxembourg l'a fait pour le portugais, mais pas pour l'arabe, alors que les minorités arabes sont aussi importantes au Luxo. Alors moi, des chiffres que j'avais regardés sur la question de l'immigration
portugaise au Luxembourg, c'était extrêmement massif. Hein. Enfin, c'était vraiment la première communauté, la première autre langue parlée. Après, ils l'ont pas fait pour l'arabe, j'imagine, pour des raisons, effectivement, qu'on pourra... Oui, de toute façon, on revient sur la question de la politique à la carte, quoi. Moi, je suis... aujourd'hui, on pourrait tout à fait... D'ailleurs, l'arabe est déjà considéré comme une langue non territoriale de France, faut le savoir. L'arabe est déjà, depuis le rapport Cerchilini, considéré comme une langue de France. Mais c'est le rapport Cerchilini, c'est pas... voilà, c'est cool, hein, ça fait une liste, mais en termes de politique linguistique, ça ne se transcrit d'aucune manière. Hélas. Et donc, il y a évidemment un sujet et une évolution là-dessus à faire. Et je trouve que là, ce colloque, tant mieux, ça aborde la question. Mais en fait, je pense que ce n'est... L'objectif, c'est vraiment de forcer sur la question créolisation, c'est de susciter la réaction de la droite et de l'extrême droite en face. Pour autant, j'ai hélas un peu l'impression que la question linguistique est une question prétexte et que c'est dommage parce qu'il y a un vrai sujet en France sur c'est quoi notre politique linguistique et c'est quelle politique linguistique qu'on veut. Après, encore une fois, voilà. Donc, souvenez-vous, hein, Belkacem avait fait un tollé en proposant l'enseignement de l'arabe en France en école primaire, dans certaines écoles. À l'époque, la gauche, voilà, défendait, voilà. Mais il n'y a pas de sujet sur les autres langues, quoi. C'est vraiment, c'est non-sujet, quoi. Mais en fait, bien sûr qu'il était raciste. En fait, ce que je vous dis pas qu'il y a pas un... Bien sûr que le backlash il était raciste sur la question de l'arabe pour Najat Vallaud-Belkacem. Mais tout comme je pense que il y a, je vais vous le dire de manière détournée, mais la distinction qui est faite à gauche, en l'occurrence à la France insoumise, mais quand même de manière générale à gauche, sur les Outre-mer, genre créole en Outre-mer, bien. C'est une langue régionale pourtant. Et comment dire, et les langues du territoire national, hexagonal, les langues du territoire national historique, genre le breton ou le corse ou le basque. Pourquoi cette distinction elle est faite? Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction? Vraiment? Moi, je me demande, c'est pas parce que genre la Guyane ou la Réunion sont encore perçus comme étant aussi des colonies de la part d'une partie de la gauche, quoi. Vraiment? Ouais, parce que blanc, pas blanc. Et c'est là où, en l'occurrence, les gens de gauche se trompent. Vraiment. C'est que le créole n'est pas une langue qui a une couleur. Par exemple, à la Réunion, le créole n'est pas une langue qui a une couleur. Le créole est parlé. Il y a des noirs qui ne parlent pas créole. Il y a des métis qui ne parlent pas créole. Et il y a des blancs qui parlent créole et littéralement qui s'appellent créole. Genre les petits blancs des hauts, les yabs, qui sont des créoles blancs. Genre. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une confusion aussi en métropole sur créole et métis. Il y a cette confusion aussi, qui est assez délétère. Et ça, pareil, c'est une chose dont on pourrait aussi longuement parler, quoi. Bref. Peut-être parce que le créole est perçu avant tout comme un métissage des langues. Ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas. C'est ça qui est important à comprendre. Le créole, c'est une langue qui émerge dans des conditions très spécifiques, mais c'est la langue du vainqueur, c'est la langue du colon. C'est la langue du colon qui évolue d'une façon
distincte parce que la population qui est massivement amenée à l'apprendre parle des langues très différentes et très éloignées à l'origine. Est-ce que De Villepin est un plagieur de LFI avec la France humaniste? Bah, il sait qu'il a une carte à jouer, notamment à gauche, De Villepin. Il va essayer de baiser Édouard Philippe, je pense. Un créole peut être métis également. Mais c'est surtout qu'il faut arrêter de parler en termes de métissage. Je pense que ça n'est pas pertinent sur les questions linguistiques. Mais oui, on parle d'école stream sur deux, parce qu'on en reparle là, mais ce n'est pas pertinent la définition de métissage sur la question linguistique. Les langues, elles empruntent. Elles peuvent s'hybrider éventuellement, et encore les cas sont plutôt rares. Genre, il y a le cas du russe norsk, par exemple. Il y a des pidgins, voilà. Par exemple. Il y a des pidgins ou des sabirs, etc., qui sont quand même des cas, des cas tout à fait particuliers. Et bref, c'est bon. On voit les patois dans l'Hexagone. Le créole, c'est du patois d'outre-mer. Alors, je te le dis, on évite plutôt d'utiliser le mot patois. Par contre, c'est très important. Oui. En fait, le mot créole en outre-mer, c'est comme le mot patois ici. C'est-à-dire que les gens qui le parlent peuvent l'utiliser. C'est-à-dire que moi, dans ma région, les gens ils disaient on parle patois. Ça arrivait que les vieux ils disaient nous on parle patois. Et patois chez moi, ça voulait pas dire patois dans l'ouest, ça voulait pas dire patois dans le nord. Patois, ça veut dire la langue locale. Et le mot créole, dans les Outre-mer, a le sens de langue locale. C'est d'ailleurs son sens à l'origine. De la langue locale. La langue qui est parlée par les gens qui sont nés ici. Si bien que, il y a des territoires où le mot créole a été remplacé par le mot patois. C'est le cas en Jamaïque. En Jamaïque, créole jamaïcain, ça se dit patois. Par exemple. Le métissage n'existe pas, ou alors nous le sommes tous, c'est ton idée. Non, c'est sur les questions de langue. Sur les questions de langue, ce n'est pas. En fait, par exemple, Édouard Glissant oppose. Alors je vous reprends Édouard Glissant sans dire qu'il fasse autorité en la matière du tout, hein, mais Édouard Glissant oppose créolisation et métissage en cela que le métissage est quelque chose de génétique et quelque chose de calculable et d'attendu. Bon, c'est parce qu'il comprenait mal comment fonctionnait la génétique, mais bon, il venait des années 50, on rappelle. Hein. Donc à l'époque, la génétique, c'était quelque chose. Donc le métissage, c'est le résultat prévisible de, en gros, blanc, noir, bah ça fait un café au lait, quoi. Bah, ça fait Yannick Noah, quoi. Mais un noir et un blanc, ça fait Yannick Noah, quoi. C'est attendu, c'est ça le métissage. Alors que la créolisation, il y a une forme de chaos dont on ne peut pas prédire dont on ne peut pas prédire le résultat. Ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, ce qui est en partie vrai, cela dit, malgré tout. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en l'occurrence, les créoles de base française partagent beaucoup de caractéristiques, alors que parfois, ils sont des territoires très très éloignés. Parce que structurellement, l'émergence d'un créole répond aussi quand même à certaines logiques et certaines règles qui dépendent beaucoup de la langue d'origine. De la langue d'origine des colons. Voilà. Et donc en fait, créole, c'est pas juste. C'est un peu. De toute façon, le terme est compliqué, il est super chargé et il a eu des histoires très particulières en fonction des territoires où il est utilisé ou pas. Et surtout, c'est surtout ça qui est important de comprendre, c'est qu'il existe plusieurs créoles et que la définition même de ce qu'est un créole ou de ce qu'est le créole quelque part n'est pas superposable à. Il y a des patterns communs, évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un trait d'union ni un signe égal entre créole ici et créole de là-bas, en l'occurrence. Créole, c'est un terme général pour parler de plusieurs patois. Créole, c'est un terme pour désigner les langues qui sont apparues à l'origine dans les territoires
Non, même pas. À la base, les créoles, ça désigne pas. Ça, vous allez peut-être l'apprendre. À la base, les créoles ne désignent pas des langues. Ça désigne les gens qui sont nés dans les colonies, qui sont nés en dehors de l'Europe, dans un territoire sous domination européenne, mais qui est situé en dehors de l'Europe. C'est ça à la base la définition de créole. Une définition qui a ensuite évolué et qui continue d'évoluer. Et globalement, c'est le sens d'origine. Le créole réunionnais ou martiniquais sont parfaitement différents. Ils ont beaucoup en commun sur le plan phonologique, parce que ça, c'est lié aux spécificités du français, mais ils ont également beaucoup de différences. C'est notamment lié à la spécificité du contexte de colonisation qui n'est pas le même. Et d'ailleurs, là, bon, je vous spoil un peu la vidéo, mais c'est pas grave, mais je vais quand même y aller sur ce terrain, c'est que souvent, la notion de créole est un peu trop perçue dans à tout prix voir le destin des esclaves et ce qu'étaient les langues d'origine des esclaves et quelles sont les traces des sociétés dans lesquelles vivaient les esclaves auparavant. Et on oublie tout un pan qui est toutes les personnes qui sont venues se rajouter ensuite et qui ont nourri le créole. Par exemple, dans le cadre de la Réunion, ça va être les Indiens, par exemple, les Indiens et les Chinois. Enfin, ils s'appellent les Sinois, en fait les Chinois du canton ou les personnes venues d'Asie du Sud-Est. Et les Indiens du Sud ont massivement ont massivement nourri le lexique du créole réunionnais. Et en fait, quand on va dans la quête des origines du créole à tout prix, chercher l'origine africaine de ci, l'origine africaine de cela, parce que c'est là d'où venaient les esclaves, en fait, on se pose très rarement la question de mais est-ce que c'est pas un apport tardif? Est-ce que c'est pas un apport postérieur à l'émergence et à la naissance du créole? Et souvent, la réponse est oui. Alors, souvent, pas toujours, mais la réponse est souvent oui. Moi, j'ai pas mal lu de papiers justement sur tel truc du créole réunionnais, tel truc du créole réunionnais, et en fait, plus on étudie le truc, et plus on se rend compte que l'origine africaine, qui est souvent un peu le fourre-tout, donc quand on sait pas, on dit que c'est une origine africaine, en fait, c'est pas du tout une origine africaine. Il y a quelque chose aussi de ce côté-là, de la négation aussi des apports postérieurs, avec une forme un peu de purisme d'ailleurs. Ça, Édouard Glissant, par exemple, t'es quelqu'un de très puriste sur la question de langue. Donc, j'ai une vidéo qui est prévue sur le sujet, j'ai même 3 vidéos qui est prévues sur le créole. Il est possible qu'il ait existé des créoles en Europe, notamment au Moyen-Âge et durant l'âge de fer. Il y a des hypothèses assez sérieuses qui essayent qui se posent la question de savoir si l'anglais n'est pas un créole à l'origine, la langue anglaise. Le vieil anglais n'est-il pas un créole? Et si le germanique, le proto-germanique n'est pas un créole. Non, rien à voir avec la chute de Rome pour le coup. Bientôt, je sais pas, elles sortiront dans l'été, je pense. Dans un contexte où les Indo-Européens, des peuplades indo-européennes auraient soumises différents peuples de différentes origines localement, qui auraient fini par apprendre l'indo-européen, alors qu'ils parlaient des langues très différentes à l'origine, de manière très bancale, et ça aurait donné le proto-germanique, pour la faire vraiment très courte. Hein. C'est quoi la définition actuelle du créole? La définition actuelle, c'est globalement une langue qui émerge dans un contexte où une minorité détient le pouvoir, une minorité homogène détient le pouvoir, et soumet une majorité hétérogène, donc qui est constituée d'au moins, et souvent c'est beaucoup plus, d'au moins 2 peuples qui ne parlent pas du tout la même langue, voire qui n'ont pas les mêmes religions, pas les mêmes traditions, etc. Souvent beaucoup plus, très hétérogène. Et dans le cas des esclaves africains, c'était le cas, parce que les esclaves africains, on allait les chercher du Sénégal jusqu'à l'Angola. Donc vous avez tout un tas de familles de langues, de différentes sociétés, de structures sociales très différentes, de religions différentes, bon, peu importe. Cette majorité hétérogène se retrouve dans une situation où elle doit apprendre très vite, mais aussi très imparfaitement, la langue qui leur est imposée. Par exemple, dans l'histoire des territoires d'outre-mer en France, c'est le français. Voilà. Cette langue, du coup, devient un pidgin, c'est-à-dire une langue
très déstructuré, très simpliste même, voilà, qui sert vraiment juste à de la communication, mais de la communication pas très évidente. Du coup, entre les esclaves, dans un contexte colonial, entre les esclaves et les colons, mais aussi très rapidement entre les esclaves eux-mêmes, puisqu'encore une fois, ils ne parlent pas la même langue à l'origine. Et là, je fais une parenthèse, il est arrivé des cas où une langue, comme il y a une très grosse partie de ces esclaves qui viennent du même endroit, c'est la langue de ces esclaves-là qui s'est imposée. On a des cas où, par exemple, cette langue a survécu et cette langue s'est imposée. Parce que la communauté n'était pas assez hétérogène. Peu importe. Bref. Ce pidgin émerge comme... Ce pidgin émerge comme langue... alors souvent, c'est un critère. Un critère peut être contesté. Hein. Émerge comme langue maternelle des personnes qui naissent dans ces communautés hétérogènes. Donc les nouveau-nés ont comme langue maternelle ce pidgin, qui du coup est relexicalisé et reconfiguré de sorte à devenir une langue fonctionnelle, qui en fait est une langue, c'est pour ça qu'on parle de créole à base, quelque chose, genre, et ce qui devient, là en l'occurrence, un créole à base française. Et très rapidement, souvent en l'espace d'une génération, les langues d'origine des esclaves ont toutes disparu. Voilà. Globalement. Et donc c'est un peu ça les contextes d'émergence du créole, tels qu'ils sont aujourd'hui définis assez globalement. Voilà. Pidgin, c'est pour la population soumise ou pour les dominants? Le pidgin, c'est la langue de communication, c'est la langue d'interface entre les deux. Et en fait, il se trouve que, et c'est très important aussi, les créoles blancs, parce qu'en fait, à la base, le mot créole, ça désigne toutes les personnes qui sont nées sur place. Ça désigne à la fois les esclaves et les maîtres, et les colons, ou les ouvriers, même agricoles, parce que tous les blancs n'étaient pas des maîtres. Il y a aussi, ça, par exemple, c'est le cas à La Réunion, les Yabs descendent des blancs déclassés de la colonisation, descendent pas sont pas les possédants. C'est pour ça qu'ils se retrouvent eux-mêmes à vivre dans les hautes terres avec ce qu'on appelle les nègres marrons, c'est-à-dire avec les esclaves qui ont fui et qui ont gagné à l'intérieur des terres. Bref, peu importe, parenthèse fermée. Il se trouve en tout cas que sur la question du créole, oui, le créole devient aussi la langue des pas toujours la langue d'une partie des dominants, bien sûr, parce qu'en fait les dominants peuvent continuer d'avoir des liens très privilégiés avec la métropole, et donc en fait ils sont en permanence réalimentés et réinfluencés par la langue, par le français de Paris globalement. Enfin en l'occurrence le français des ports. C'est pas tout à fait le français de Paris, c'est plus le français de La Rochelle, de Saint-Malo ou de Bordeaux. En l'occurrence beaucoup Saint-Malo et de La Rochelle quand même. Qui ont été structurants de la langue et d'ailleurs de la coloration qu'ont les créoles localement. On trouve beaucoup de mots gallo et normands ou du Poitvin de Pointe-Vincentonge dans les créoles de base française. Parce qu'en fait, c'est de là d'où venaient les colons, tout simplement. Et bref, oui, ça devient aussi la langue des blancs possédants et dominants, mais qui continuent et qui ont cœur à conserver le français parce que c'est une langue de distinction. C'est ce qui les distingue de ceux qui ne le parlent pas, ceux qui ne parlent que créole. Le créole, d'ailleurs, étant une langue qui n'est ni écrite ni enseignée directement, et donc il y a aussi un critère qui est fait en termes de niveau. On se retrouve dans une situation qu'on appelle une situation de diglossie, où il y a une hiérarchisation linguistique. Mais oui, une partie des dominants, même s'ils ne parlent pas entre eux, même s'ils ne l'enseignent pas directement, parlent créole, bien sûr, et très tôt. Très très tôt. Parce que ils sont sur place aussi au contact des esclaves et donc forcément ils le parlent. Est-il pertinent de parler de linguicide lors d'un tel phénomène de disparition d'une langue? Les langues, elles ont disparu dans les territoires où on a apporté les esclaves, elles n'ont pas disparu des territoires d'où elles ont été importées. Par contre, il y a eu des linguicides, et ça c'est marrant parce que pour le coup Édouard Glissant en parle. Il y a l'arbre qui cache la forêt aussi, c'est une expression que j'aime bien en ce moment, une chose dont tout le monde a évacué de notre mémoire, alors c'était pas le cas à La Réunion, mais c'était le cas par exemple en Martinique ou en Guadeloupe,
il y avait des gens qui parlaient des langues avant que les Français arrivent et avant que les esclaves soient importés, qui parlaient des langues, beaucoup des langues arawakennes, par exemple, des langues autochtones, quoi, des langues de l'ancien monde, des langues du Nouveau Monde, pardon, qui ont pour le coup été, détruites, complètement détruites et complètement annihilées. Langues qui survivent en partie en Guyane. Et moi, ça, c'est un autre sujet. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment me fait me poser question. Quand j'avais été en discussion avec la Guyane, moi, j'avais été un moment en discussion avec la Guyane pour faire une vidéo sur le créole guyanais. Et il fallait parler des langues de la Guyane. Et du coup, elle me dit, bah, c'est cool, faut parler du créole guyanais. Et je leur dis, bah, ce serait pas mal de parler aussi des langues amérindiennes. La parenthèse, le mot oui choque au Québec. En l'occurrence, le mot amérindien est utilisé par les sociétés amérindiennes là-bas, en français, et donc c'est le mot qui est utilisé en Guyane pour désigner ces populations par ces populations. Parenthèse fermée, n'apportons pas pour le coup les débats québécois en Guyane, parce que ce n'est pas les mêmes sujets. Et moi je leur ai dit, ce serait quand même bien de parler des langues autochtones historiques du territoire. Ils m'ont dit oui, mais bon, quand même, c'est 5 jours de pirogue, vous vous rendez pas compte, c'est pas facile d'y accéder, on a personne qui est en poste à l'université pour aborder le sujet, parlons plutôt du créole. Et en fait, on trouve aussi, et là, attention, je vais pas me faire des amis, j'imagine, mais c'est important quand même de le noter, on trouve aussi dans la volonté d'affirmation et d'indépendance de la société créole en tant que société créole, l'invisibilisation des autres langues du territoire, notamment des langues historiques et autochtones. Ce qui est aussi problématique. Voilà. Ça, c'est quand même... il y a un sujet aussi là-dessus, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Il y a un sujet là-dessus. Il y a un sujet sur... Et donc, en fait, il y a un double impérialisme. Il y a un double impérialisme qui peut s'exercer sur les langues autochtones en Guyane, de la part du français, mais aussi de la part du créole. Ce n'est pas parce qu'une langue est en situation de minorité... pas de minorité. D'infériorité hiérarchique, qu'elle ne peut pas en même temps être en situation de supériorité hiérarchique vis-à-vis d'une autre langue du territoire. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet aussi. Pourquoi les Guyanais ont réussi à faire survivre leur langue et pas les autres ? Bah parce qu'ils sont vraiment au fond de la forêt, là-bas, où personne n'ira les chercher et les emmerder, quoi. C'est... voilà. Est-ce que tu penses que le gallo a été délaissé en Bretagne ? Oui. Il y a autant de personnes qui parlent gallo que de personnes qui parlent breton en Bretagne. Au jugé, je dirais qu'à peu près 80% de l'argent dédié aux langues régionales va pour le breton. Voilà. C'est pour ça qu'on a des panneaux en breton sur les villages gallo et qu'il n'y a pas de panneaux gallo sur les villages bretons. Voilà. Globalement. De là à parler d'impérialisme, même le mot est fort. Non, c'est une forme d'impérialisme. J'insiste là-dessus. Vraiment, c'est une forme d'impérialisme culturel, très nettement. Hein. Vraiment, le mot, je le trouve pas fort. Le mot, je le trouve juste. C'est quoi un Suljik en Ukraine ? C'est quoi ? C'est l'espèce de mi-ukrainien, mi-russe, là ? Espèce d'interlangue là-bas qui existe ? C'est ça, non ? Ou autre chose ? Mais c'est une culture dominante qui impose sa vérité à une culture dominée. C'est ça l'impérialisme. Hein. Enfin voilà, c'est un sujet super vaste et un peu complexe. Je suis content qu'on en parle quand même. Peut-être que ça va enfin réussir à faire bouger les lignes. Mais on est encore très très loin d'avoir un débat de qualité avec des vrais arguments, des vrais éléments. Et pour l'instant, ça ressemble plus à un prétexte qu'autre chose. Mais bon, on prend les miettes. Voilà. Et moi, je l'ai toujours dit ici, l'un des problèmes que j'ai avec la gauche, pas toute la gauche, mais une grosse partie de la gauche, c'est le jacobinisme. C'est un problème, mais c'est un problème aussi qui découle d'une situation très bête, c'est que en fait le profil aujourd'hui d'un élu de la France insoumise est un profil qui n'est pas très diversifié, qui n'est pas très varié, et en fait on a peut-être aussi un problème là-dedans. Il y a un problème quand on parle de problème d'ancrage local de la France insoumise, les problèmes d'ancrage locaux,
Euh, c'est aussi ça. C'est aussi le rapport avec la langue du territoire. Ça me paraît important de le rappeler aussi et de le dire. Ce qui fait d'ailleurs que si historiquement le PCF a une ligne plutôt pro-langue régionale, c'est parce que, et ça dépend des régions d'ailleurs, c'est parce qu'en fait l'ancrage local est beaucoup plus fort et donc en fait ces thématiques sont beaucoup plus souvent abordées localement et elles sont beaucoup plus forcément intégrées à la doctrine nationale par ricochet, quoique Fabien Roussel n'est pas dans cette doctrine, hein, au passage au demeurant. Pas tout à fait en tout cas. Mais voilà. Y a-t-il des études pour savoir si la multidiscipline, l'unicité des langues sur un territoire augmente ou réduit les inégalités économiques et sociales? C'est absolument impossible de mener une étude comme tu la poses. Par contre, ce qu'on sait, c'est que détruire toutes les langues d'un territoire et n'imposer qu'une seule langue n'empêche pas la distinction sociale par la langue. C'est ce qu'on connaît en France. La distinction sociale en France, elle s'opère pas entre ceux qui parlent le français et ceux qui ne le parlent pas. Elle oppose ceux qui parlent le français bien, c'est-à-dire tel que la norme a été fixée de manière très arbitraire et de manière très inaccessible, et ceux qui le parlent mal. Voilà comment la hiérarchisation elle est faite aujourd'hui. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait on a en France la doctrine jacobine à l'origine, si elle veut supprimer les langues régionales, c'est parce qu'elle pense qu'elle va supprimer les inégalités. Notamment, c'est l'un des motifs avancés. C'est si tout le monde parle français, tout le monde sera égalitaire face aux Français, face à tout le monde aura la même langue. C'est une vision du coup très 18e siècle de voir les choses déjà pour commencer. Et très 19e aussi, puisque la doctrine jacobine s'est surtout imposée au cours du 19e siècle en France, notamment par la Troisième République. Ce n'est pas du tout le cas factuellement sur le territoire. On trouve toujours des moyens de se distinguer. Elle devient quoi la langue impériale quand les empires s'effondrent? Elle diverge. Oui, elle diverge. Alors pas nécessairement. Mais globalement, oui. En fait, plus les langues sont en contact, plus elles convergent. On peut d'ailleurs voir l'émergence de ce qu'on appelle des Sprachbund ou des aires linguistiques. Ce ne sont pas des créoles. Hein? Les aires linguistiques, les Sprachbund ne sont pas des créoles. Sinon, le grec est un créole, le bulgare est un créole. Toutes les langues du monde sont des créoles, hein, on n'en sort plus. Ce ne sont pas des créoles. Désolé, je reçois des messages en même temps. Et plus les langues divergent, plus elles se séparent. Et moins les langues communiquent et plus elles divergent. Moins les langues sont en contact et plus elles divergent. À savoir que toutes les langues ne peuvent pas toutes converger en même temps. Ça, pareil, c'est un marronnier avec lequel il faut finir. On n'aura jamais de langue unique pour l'humanité. Et c'est tant mieux. Si je peux me permettre. Il faudrait amputer le jacobinisme de son concept d'indivisibilité en gardant celui d'unité. Ce n'est pas parce qu'on parle des langues différentes ou qu'on parle des versions différentes de la même langue qu'on ne partage pas des intérêts communs, et ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on partage tous les mêmes intérêts. C'est important de faire la distinction. Et après, ça vient d'un moment où la construction de l'État-nation se passe autour de la langue française. Moi, je suis pas pour qu'on retire le français Moi, je suis pour qu'on garde le français comme langue commune, hein, en France. Vraiment, c'est pour le coup, je suis assez pour. Mais rien ne nous oblige à n'avoir que le français. On en est arrivé à un stade où, quand les Français entendent en France d'autres langues que le français, ils pètent une durite. Ce qui est quand même absolument délirant. Comment on dit quand les langues convergent? Que les langues convergent? C'est-à-dire? Je ne comprends pas la question. Souvent, la convergence, ça se passe par des emprunts mutuels, par de l'interférence linguistique, etc., etc. Par quels critères? Voilà, par ça. Donc, du coup, des emprunts mutuels, de l'interférence,
du calque, notamment, par exemple. Et sur le long terme, bah, ça fait que la structure globale de la langue va emprunter à la langue voisine, etc. Il faut quand même savoir que, c'est important de le dire, dans la plupart des Sprachbund qu'on a pu étudier, et le plus étudié est probablement celui des Balkans, ça se passe essentiellement dans un contexte de domination. Quand même. C'est-à-dire que d'abord, c'est les Grecs qui dominaient, puis ensuite, c'était les Romains, puis alors les Romains, mais qui parlaient quand même surtout grec, mais qui avaient quand même, il y avait quand même une influence du latin. Puis après, ça a été, on a l'arrivée des populations slaves. On a ensuite l'arrivée des Ottomans et donc du coup du turc, ce qui fait que on a comme ça un millefeuille de telle personne a dominé la région pendant tant de siècles. Et du coup, sa langue a laissé des traces dans toutes les langues locales. Sauf que, bah, comme chaque langue a eu l'a fait chacun son tour, elles ont chacune eu un pouvoir de structure sur les autres. Ce qui fait qu'elles partagent aujourd'hui des structures communes. Aussi parce que les populations parlaient à la fois plusieurs langues et en même temps devaient parler souvent des langues qui n'étaient pas la leur. Et que souvent, quand tu fais ça, tu te bases un peu sur ta langue. Et donc, de fait, tu as un biais de sélection qui fait que tu sélectionnes des particularités, t'as un phénomène, enfin ça imprègne quoi. Ça, voilà. Strabou. J'ai dit Strabou moi. Les Français seraient-ils meilleurs pour apprendre des langues étrangères si tout le monde parlait 2 ou 3 langues de l'enfance? Ils seraient sans doute meilleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils auraient le besoin d'apprendre ces langues étrangères et qu'ils seraient structurellement meilleurs. Par contre, on sait que parler plusieurs langues aide à apprendre d'autres langues. Ça, on le sait. Oui. Dans tous les Strabou. Ah, Sprachbund. Ah, le mot c'est Sprachbund. J'ai fait une vidéo sur les Sprachbund d'ailleurs, que je vous incite à voir. Hein. Ce qu'on appelle les aires linguistiques en français, mais je trouve pas ça très spécifique, donc du coup on parle aussi des fois simplement de Sprachbund. Par exemple, l'Asie du Sud-Est, c'est un Sprachbund aussi. Qu'on connaît un peu moins. Qui a été un peu moins étudié. Ça veut dire quoi, Sprachbund? Ça veut dire union de langues. Groupement de langues. Bah, je vais vous faire un parallèle qui va peut-être vous faire sauter au plafond aussi, mais en fait, vouloir que tout le monde parle uniquement la même langue et que d'autres langues ne puissent pas exister sur le territoire, c'est comme vouloir que tout le monde soit blanc et que on ne puisse pas supporter qu'une personne puisse être métisse ou être noire en France, quoi. Moi, j'y vois un peu le même genre de parallèle. C'est vraiment essayer de se conformer à un monde où une seule vérité est possible, et si quelqu'un sort de cette vérité, de cette norme, alors c'est suspect. Et alors c'est problématique. Bund comme dans Bundes. C'est-à-dire comme dans Bundesland. C'est ça que tu cherches? Oui. Si c'est le cas. C'est le cas, en l'occurrence. Ou comme dans Bundesrepublik ou dans Bundesliga, oui. Oui. Ou Bundestag, tout à fait. Oui, c'est le même mot. Mais c'est pas. Du coup, Bundes n'est pas le mot en tant que tel. Le mot c'est Bund, et c'est Bundes dans le cadre où c'est dans un composé. Parce que sinon le pluriel c'est Bund. Bah, ça a le sens d'union, hein, ça a le sens. Voilà. Enfin, Bundesland, c'est l'un des territoires constitutifs de l'Union. Parler la même langue, c'est le but de tous se comprendre, c'est pas comparable à la suprématie blanche. Alors, c'est parler la même langue. Tu remarqueras que c'est souvent parler la langue de quelqu'un précisément, et que c'est aux autres d'abandonner leur langue. Il y a pas, c'est pas un rapport neutre sur la question de la domination. L'injonction de tous parler la même langue, c'est parler
une langue qui souvent est déjà parlée par une partie de la population, quand une autre partie de la population doit abandonner sa langue pour, elle, faire l'effort de parler la langue de l'autre. Tu vois, c'est quand même pas la même chose. Professionnellement, c'est quand même mieux de tous parler la même langue. En quoi c'est mal de standardiser le moyen de communication? C'est juste que c'est vain et tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas. Et pour le coup, c'est très étudié. Tu peux avoir l'impression que c'est pour le mieux que tout le monde parle anglais dans ton secteur. Souvent, c'est l'anglais. En l'occurrence, c'est plutôt, et ça c'est pour le coup très étudié, c'est plutôt un facteur favorisant de la domination économique anglo-saxonne et ça ne te met pas à égalité. En fait, ça j'en parle dans mon livre, achetez-le, mais c'est important de comprendre que vous ne serez jamais un anglophone natif, né dans un pays anglo-saxon, même si vous parlez très bien anglais. Il y en a certains pour qui, effectivement, ça va quasi vous êtes un modèle d'assimilation parfait et ça va quasiment être indicible et voilà, au prix quand même de beaucoup d'efforts de votre part. Hein. Pour autant, pour la plupart des gens, vous n'aurez jamais un trait d'égalité. Enfin, vous serez jamais égalité. Voilà. On le voit par exemple très concrètement, il y a des biais de sélection dans la science qui favorisent par exemple les publications ou pas vraiment les publications en anglais, mais des publications d'universités anglo-saxonnes avec des noms très anglo-saxons. Le corollaire, c'est aussi le fait de faire beaucoup de recherches en anglais favorise et facilite le piège intellectuel de la part des mêmes universités anglo-saxonnes. Et la même chose existe en France auprès des universités africaines, par exemple. Vous avez beaucoup d'universités africaines utilisent le français comme langue commune, parce que c'est la langue de l'éducation dans beaucoup de pays d'Afrique, les fameuses 29 nations officielles de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas leur langue maternelle, ils utilisent le français comme langue commune, pour des raisons qui peuvent d'ailleurs être très questionnables, très contestables. Ils vont faire de la recherche en français, et ces recherches ne seront jamais publiées dans une revue française. Parce qu'en fait, parler la même langue n'efface pas la question de l'impérialisme culturel. Du tout. Au contraire même. Elle la rend plus simple. Elle la rend vraiment plus facile. Donc voilà. Ça favorise vraiment le piège intellectuel. Ça, pour le coup, ça c'est quelque chose de terrible, hein, mais bon. Il y a une illusion de l'égalité. Ce n'est pas parce que vous parlez la même langue que vous avez accès au même espace linguistique de la même façon. Par exemple, le fait que le français n'appartiendrait plus à la France aujourd'hui. Le marché culturel de langue française est très très clairement barycentré autour de Paris. Vous évoluez dans la culture, dans le secteur de la culture, genre vous êtes auteur, musicien, ou que sais-je, au Sénégal, bonne chance pour rentrer au top 50 en France. Bonne chance, hein. Vraiment. Pourtant, vous produisez en français, dans la langue que tous ces gens en France comprennent et de laquelle... voilà. Donc en France, voilà, t'as Magic System. Sinon, t'as que des gens qui sont effectivement de nationalité étrangère, issus d'Afrique comme Ina Nakamura ou Maître Gims, mais qui vivent en France, ou qui ont grandi en France. Voilà. Faut bien comprendre, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait que tout le monde parle la même langue, c'est au bénéfice de celui qui exporte massivement ses produits culturels. Ce n'est à aucun moment fait pour en importer. Donc t'en importes marginalement, mais tu exportes énormément. C'est toute l'idée. Quand on veut que l'Afrique parle français, ce n'est pas parce que le français n'appartient plus à la France, c'est parce que la France veut y vendre des bouquins, veut y faire des affaires, etc. Le contraire n'est pas vrai. Ils veulent pas que les gens viennent chez nous. D'ailleurs, c'est le cas avec l'impérialisme anglo-saxon. Les anglo-saxons exportent massivement leur culture et leurs produits culturels à l'étranger. C'est vraiment victoire culturelle sur Civilisation 5 ou 6, hein, vraiment. Ils en importent que très marginalement. Alors oui, t'as un acteur suédois ou un acteur
un acteur allemand qui de temps en temps va percer à Hollywood, ou Omar Sy qui va faire 2-3 films en anglais, et on dit bah regarde, un Français à Hollywood. Mais c'est marginal, en fait. C'est le token, c'est marginal. Alors que le cinéma américain peut représenter dans certains pays jusqu'à 90% des recettes du cinéma local. L'idée, ce n'est pas d'importer le cinéma des personnes qui pourraient produire le cinéma en anglais localement. On le voit bien avec les groupes de musique. Ah oui, bah oui, mais il y a Maneskin, ils chantent en allemand, et pourtant ils chantent en anglais, et pourtant ils sont italiens. Oui, enfin bon, d'accord. D'accord, marginalement, tu peux avoir certains groupes qui décident de chanter en anglais et qui arrivent à s'exporter à l'international. Mais ce n'est absolument pas systématique, et en l'occurrence, pour certains, ça les met surtout en concurrence avec des gens qui le font déjà très bien dans les pays où ces langues sont... d'où ces langues partent, et où l'industrie du disque favorise toujours des acteurs locaux, de toute façon. La France, je vous dis, c'est particulier, parce que la France, il y a les lois d'exception culturelle qui favorisent et qui systématisent certaines parts de quotas en création de langue française. Donc c'est particulier. Il y a plein de pays qui n'ont pas du tout de quotas de création culturelle en langue locale ou en langue dans les langues qu'ils parlent localement, ou qui sont leur langue officielle, même des fois leur langue unique, et qui du coup importent massivement et ne produisent plus du tout de contenu, ou quasiment plus de contenu culturel localement dans leur langue. Pour la musique, en 1998, il y a eu une loi des quotas de musique en français à la radio. Je trouve que ça a été contre-productif, ça nous a isolés musicalement. Pas du tout. C'est ce qui a fait qu'on a eu énormément de featuring, langue anglaise, langue française, pour pouvoir être diffusable sur toutes les plages, et dans tous les types de quotas. Les featuring Nadia, Enrique Iglesias, là, c'est pour ça. Hein. C'est pour pouvoir être diffusé à toute heure de la journée. Hein. C'est chansons françaises, chansons internationales, c'est les deux. Boum. Ça a favorisé de ouf les collaborations entre les artistes français et les artistes étrangers, hein, notamment à des vues économiques. T'es américain, tu veux diffuser sur toutes les plages horaires en France, collabore avec un artiste francophone. C'est l'analyse que j'en fais. Hein. J'ai pas souvenir d'avoir vu des créations culturelles francophones d'Afrique à la TV. Non. Encore une fois, c'est pour ça que le rapport aux Français dans la francophonie du Nord et dans la francophonie du Sud n'est pas le même. Déjà, dans la francophonie du Nord, entre les différents acteurs, il n'est pas égal. Mais alors, la francophonie du Sud, c'est quasiment hermétique, quoi. La musique française s'exporte plutôt bien, j'ai l'impression. En ce moment, oui. Tout à fait. En ce moment, la musique française s'exporte plutôt bien. Mais le cinéma français aussi. Et les livres en français aussi. Et tant mieux. Voilà, tant mieux, malgré tout. Hein, prenons ce qu'il y a à t'apprendre, hein, vraiment. Jeux vidéo français, ouais, mais essentiellement créé en anglais. Hein. Dommage. En Italie, le cinéma s'est effondré, ouais. Et le CNC, pour le coup, il y a beaucoup de choses sur le CNC très dysfonctionnelles. On n'entendrait jamais dire le contraire. Autant le fait de financer la création et d'avoir recours à massivement des aides de l'État pour la financer, c'est une bonne chose. Mais l'Allemagne a été le principal pays du cinéma avant la Seconde Guerre mondiale. Aussi. Enfin voilà, sujet complexe, hein.
Sujet complexe et sujet où on a beaucoup de présupposés qui sont pas très bons et pas très justes. Sur toutes ces choses. Bon, écoutez, moi je dois encore arroser le jardin et planter des haricots. Donc ce fut bref. J'ai beaucoup de travail encore cette semaine. Donc bon. Ah bah tu viens d'arriver, bah tant pis pour toi. Hein. Je vous envoie où Je vous envoie chez Arrêt sur Image. Ouais, allez. Oh, je sais pas écrire. Voilà. Ouais, on a abordé beaucoup de choses en pointillé. Je ferai une vidéo où je vais essayer de faire une série de vidéos sur le sujet. Ce sera un peu plus construit. Voilà. Bon, allez.